Ça va être, je pense, la fausse bonne idée de se dire qu'en ramenant les gens au bureau, on va avoir une productivité qui va revenir. Celui-là, je le placerai pas dans le pour et je le placerai même plutôt dans le contre. Avoir des moments de doute, c'est normal, et c'est même plutôt sain, ça veut dire que vous êtes sur le point de repousser des limites. Quand Pierre et moi sommes passés de développeur à manager, on s'est posé beaucoup de questions. Et c'est sur cette base que nous avons créé Tech Ronins, pour échanger sur nos problématiques quotidiennes et devenir de meilleurs leaders petit à petit. Toutes les 2 semaines, on vous propose du contenu sur le leadership technologique, sous forme de conversations, de débats ou d'interviews. Le contrat est simple, on vous emmène avec nous dans nos questionnements et on avance tous ensemble. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin avec nous, que ce soit sur une problématique de leadership, de management ou encore d'organisation, Pierre et moi proposons désormais de l'accompagnement personnalisé pour vous, vos équipes, vos leaders ou même pourquoi pas votre start-up. Si vous souhaitez emprunter nos cerveaux pour avancer plus vite, rendez-vous sur tech-ronins.fr pour convenir d'un premier échange. Je vous laisse maintenant avec votre épisode du jour. Bonne écoute. Salut Pierre, comment ça va aujourd'hui ? Ça va super, un peu chaud encore à la maison, mais le temps plus froid devrait revenir bientôt. Et toi, Julien, quoi de neuf ? Pareil. On a une semaine encore bien chaude de la semaine dernière. Ça me donne presque l'accent du sud. Mais non, cette semaine-là, tu vois, on a un petit 27 degrés avec un beau ciel bleu. C'est juste, on n'en demande pas plus, on en demande peut-être un peu moins. Mais Pareil. Et ouais, la semaine dernière, du coup, il faisait chaud, puis il n'y a pas qu'à moi que ça a fait bizarre. J'ai organisé une retraite avec une de mes équipes, en collaboration avec un autre département aussi qui a fait venir des gens à Lisbonne. On a fait ça à domicile, à Lisbonne. Et c'était assez cool, donc 16 personnes au total qui se sont retrouvées, réparties sur 2 équipes, donc il a fallu trouver des bureaux et tout, c'était tout un truc, mais c'était assez fatigant, parce que surtout en plus quand t'as des gens qui arrivent en plein milieu de la nuit et tout, tu dois être sur là, tu les as sur WhatsApp, et puis est-ce que t'as trouvé l'adresse du Airbnb, est-ce qu'il y avait bien quelqu'un qui était réveillé pour t'ouvrir la porte, enfin, tu te rends compte que c'est un boulot, genre 24 heures sur 24, mais c'était assez cool de voir les gens collaborer et tout, et ça valait le coup. Est-ce que je ferais ça tout le temps ? Est-ce que les gens ont collaboré plus parce que, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un biais de on se retrouve donc on collabore, ou est-ce qu'on peut tirer tout de suite des tendances à dire non, c'est carrément tellement mieux de travailler tous ensemble dans les mêmes bureaux. J'imagine qu'on va en parler dans cet épisode. Incroyable transition, puisque c'est le sujet du jour. Le débat, on va faire un petit débat aujourd'hui sur le RTO, donc le Return to Office, ou le retour au bureau à la française. Donc comme vous avez peut-être vu, ou comme vous entendez de plus en plus parler, donc évidemment Elon Musk en parle depuis un bout de temps. Lui, c'est même pas un retour au bureau, c'est personne ne quitte le bureau depuis qu'il a repris Twitter, X maintenant. Mais à l'époque de Twitter, donc avec toutes ces sorties qu'on connaît bien, tous ceux qui veulent du télétravail sont des feignants, ils foutent rien, enfin voilà. On avait déjà parlé un petit peu sur les bénéfices du télétravail, mais c'est vrai que donc ça va peut-être faire presque 2 ans maintenant, je crois qu'on en avait parlé. Ouais. Et comme on s'y attendait, puisque ça arrivait gros comme une maison, aujourd'hui on parle de plus en plus donc, du retour au bureau. Et donc c'est le sujet qu'on vous propose aujourd'hui de détailler un petit peu. Donc on va faire un petit peu le pour les contre, et puis voilà, vous donner un petit peu notre avis dessus, et puis surtout en ayant un œil un petit peu plus au niveau business. Dans quel cas est-ce que ça pourrait être une bonne idée de le faire ? Dans quel cas est-ce que ça peut être mal perçu, et surtout, comme toujours, au niveau du leadership de vos équipes, si vous le faites, comment bien le faire, et si vous le faites pas, pourquoi ne pas le faire ? Voilà, c'est un petit peu le sujet du jour. Par quel bout tu veux commencer, Julien ? Moi, j'ai bien envie de commencer par les contres. Parce que à chaque fois que je lis une newsletter et tout qui dit retourne to office et tout, bah, déjà en général c'est des newsletters qui sont écrites par des développeurs ou des engineering managers, et tu sens bien qu'ils sont pas totalement pour. Donc à chaque fois, puis moi à chaque fois ça m'énerve. Moi je travaille full remote depuis plusieurs années maintenant, et je suis ma foi très heureux. Et je suis dans une entreprise qui fonctionne, qui a plus de 5 ans d'existence, qui fonctionne très bien comme ça. Donc à chaque fois, moi ça m'énerve. Donc j'ai bien envie de commencer par pourquoi je suis contre. Dans une certaine mesure. Je serai plus mesuré. Mais pourquoi est-ce qu'on pourrait être contre le retour au bureau ? Et j'ai envie de dire déjà, pourquoi changer quand ça marche ? Comme dirait OSS 117,
pourquoi changer? Pourquoi changer? Il y a beaucoup d'organisations qui sont adaptées à ça. Alors il y a des entreprises qui ne sont pas du tout adaptées, qui ont subi le télétravail, qui n'ont rien fait pour se mettre, pour essayer de faire évoluer les process, la culture, etc. Et du coup, qui l'ont vraiment mal vécu. À l'époque, pendant le Covid, je travaillais dans une entreprise qui était exactement comme ça, où vraiment chaque stand-up, c'était oh là là, vivement qu'on se retrouve tous ensemble pour aller dans un bureau à l'extérieur de Londres, où il faut faire 1h30 de train pour se retrouver tous ensemble et faire de la vraie collaboration. Et j'étais le seul en plus qui trouvait ça un peu aberrant, mais je comprends quoi, parce que la culture n'avait pas évolué, l'équipe avait très peu évolué, à part moi qui suis arrivé pendant le Covid et qui suis parti pendant le Covid. Mais voilà, donc pour ces entreprises-là, je comprends, mais pour d'autres qui ont évolué, je trouve ça encore presque plus dommage, tu vois, de dire alors. Dommage ou pas, on va en parler parce que ça dépend vraiment des cas finalement, et c'est c'est plus un choix de culture, j'ai envie de dire, pour commencer à déflorer déjà mon avis et ma synthèse. C'est un plus une question de choix de culture et qu'est-ce qu'on veut pour l'entreprise et quelle est la stratégie même plus globalement. Mais voilà, je vais commencer par pourquoi changer globalement, pour revenir un peu fondamentaux avec Kanban, tu vois, c'est start with what we have. Commence par ce que tu as. Si aujourd'hui tu as une entreprise qui fonctionne bien, qui n'a pas de problème, pourquoi est-ce que tu veux te tirer une balle dans le pied avec tous les impacts que ça a en termes de changement de culture, en termes de les gens, il va falloir qu'ils se rapprochent d'une ville, qu'ils se rapprochent d'un endroit, peut-être qu'ils sont partis, est-ce qu'ils vont être contents, pas contents, sûrement pas contents. Pour la plupart, puis il y a cette notion de perte de liberté aussi, tu vois. Je me rappelle plus, il y a un billet, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais quand on commence à t'enlever une liberté, ou tu sens qu'on va t'enlever une liberté, tu t'accroches à ça, même presque, c'est inconscient, quoi. Donc ça devient encore un peu plus viscéral. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup à perdre à retourner au bureau ou à forcer cette marche-là pour une entreprise qui a déjà fait cette transition dans un sens. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, ça dépend de la culture, ça dépend, comme tu dis. Donc, alors, je pense déjà, il y a 2 points à différencier. Il y a le retour de The Office, parce que dans nos cas, à nous, on était sur du full remote. Et donc, c'est aussi déjà quelque chose à séparer. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, donc la majorité d'entre nous ont été forcés au télétravail complet pendant le Covid. Il faut savoir que immédiatement, dès la fin du Covid, et la plupart des entreprises étaient très claires là-dessus, elles ont été forcées à autoriser le télétravail complet pour leurs employés, mais ne l'ont jamais demandé. Ce qui veut dire qu'il y a des entreprises qui ont gardé à cœur d'avoir leurs employés dans les bureaux et ne souhaitent pas changer. Donc ça, c'est une première chose. Je pense que c'est vraiment 2 cas différents. Le fait, par exemple, de réduire le nombre de jours de télétravail pour ramener plus d'employés dans les bureaux, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est vraiment de passer le pas pour les entreprises qui sont full remote, du coup, revenir dans les bureaux. Un point qui est évidemment, donc, pour le full remote, c'est justement le fait que les entreprises ont bénéficié dans certains sens, mais aussi, voilà, il y a eu des gagnants dans l'histoire, évidemment, mais c'est le fait aussi de pouvoir ouvrir un pool de talents qui était beaucoup plus élevé, enfin, beaucoup plus large que le simple fait de devoir recruter dans la limite physique de là où recruter l'entreprise. Il y a des startups qui l'ont très, très bien compris. Il y a des startups qui aujourd'hui, donc je vais en citer une, Vid.io, qui est aujourd'hui une société qui a plusieurs millions, ce n'est dizaines de millions, je crois, d'annual recurring revenue, et qui marche très, très bien, dont la politique a toujours été d'être remote first. Et eux, à aucun moment, ils changé cette politique-là, puisqu'ils emploient des ingénieurs dans plus de 20 pays en Europe. Ils en ont en Asie, ils en ont aux États-Unis. Donc pour eux, ce serait une aberration de commencer même à avoir des bureaux, si ce n'est leur chaise sociale, puisqu'ils en ont besoin à Londres. Mais évidemment que pour eux, par exemple, le return to the office, c'est même pas une question, puisqu'il n'a jamais été question d'avoir des bureaux à part le siège social, dont ils ont besoin, évidemment. Donc je pense que déjà, cette catégorie d'entreprise-là ne rentre pas dedans. Il y a des startups qui aujourd'hui, pour des raisons évidentes d'éviter des coûts au lancement, partent
partent sur du full remote dès le début et donc on l'incruste un peu dans leurs ADN et on est là-dessus, il n'y a aucun souci avec ces entreprises-là puisqu'elles ne bougeront pas. Je pense que là où c'est plus difficile, ces entreprises qui justement ont par exemple, donc on va dire c'est toujours du remote, mais du remote ce que j'appelle localisé. Par exemple, c'est le cas d'une entreprise qui va dire nous on ouvre, donc on est par exemple, je vais prendre mon cas, on est à Londres, on va ouvrir une succursale au Portugal et en Allemagne. Donc là-bas, ils avaient des bureaux, évidemment Covid, ils ont été ouverts pendant le Covid, ces gens-là travaillaient en full remote, mais donc il peut être question par exemple de ramener des gens qui ont été embauchés en full remote sur des bureaux, soit à Lisbonne, soit à Porto. Donc déjà, ça pose la question, et donc forcément le contre serait, on ne veut pas rajouter des coûts en récupérant des bureaux, des gens qui vont devoir venir, comme tu le disais, va forcément y avoir une résistance, des gens qui justement sont venus parce qu'on leur a offert le full remote ne vont pas forcément vouloir rester dans l'entreprise s'il y a plus le full remote. Évidemment, là, ça pose des questions de culture. Est-ce que les gens sont venus pour l'entreprise ou est-ce qu'ils sont venus pour le full remote ? Il y a évidemment une question qui se pose. Généralement, c'est les deux. Et la question, c'est de savoir quel sera le bon curseur à placer pour que les gens qui adhèrent à l'entreprise restent, malgré le fait qu'ils sentent qu'on leur retire quelque chose qui était le full remote. Donc, je pense qu'un des gros contres directement au retour au bureau, d'un point de vue purement des entreprises, vous devez vraiment vous poser la question, est-ce que, si je le fais, et de combien de jours je demande à mes employés de revenir, quel est le risque de perte ? Déjà, est-ce que je vais perdre des talents clés dont j'ai besoin pour que mon entreprise fonctionne ? Si vous êtes 10, si vous êtes 100, si vous êtes 1000, c'est pas la même question. À 1000, vous pouvez vous permettre de perdre des gens que vous pouvez absolument pas vous permettre de perdre à 10, 50 et même des fois à 100 personnes. Il y a vraiment des éléments clés dans les entreprises. Donc la question se pose, est-ce que vous pouvez vous permettre de perdre ces gens-là ? Donc ça, je pense, c'est le plus gros point que moi je vois au retour au bureau. C'est vraiment se dire au niveau des talents et des personnes qu'on a dans notre entreprise, qui est vraiment, nous dit de but en blanc, si on retourne au bureau, je quitte l'entreprise, et de vous poser la question, est-ce qu'on peut se le permettre ? À nouveau, si vous êtes dans ce cas-là, c'est pas bon d'un point de vue organisationnel. Ça veut dire que en tant qu'entreprise, vous avez peut-être fait des mauvais choix et justement, reconsidérez-les, mais en tout cas, c'est un risque à prendre en compte quand on prend une telle décision. Oui, puis est-ce que du coup, c'est pas un peu un aveu d'échec de retourner au bureau quand ça fait déjà un moment que l'entreprise, elle roule comme ça, ça veut pouvoir dire plusieurs choses. Enfin, déjà, pourquoi retourner au bureau, quoi ? Finalement, pourquoi est-ce que tu veux faire ça ? Il y a sûrement peut y avoir des bonnes raisons et puis y avoir des mauvaises raisons. Si la raison, c'est que la transition a jamais réussi vraiment à se faire et que la culture a jamais vraiment suivi, pourquoi ? Et puis, quelque part, est-ce que c'est grave ou pas ? Tu vois, est-ce que si la culture a pas suivi et qu'on dit vous savez quoi, on retourne au bureau, à la limite, c'est sûrement même pas un débat à avoir si la culture, elle force déjà à aller là-dedans. Mais si on sent que les gens se sont adaptés et ont changé un peu leur vie autour de ça, ont pris leurs habitudes sur le télétravail, pourquoi est-ce qu'on voudrait les forcer ? Pourquoi est-ce qu'on voudrait payer un prix culturel et humain et financier aussi élevé pour vraiment revenir ? Est-ce que ça veut dire est-ce que peut-être les contributeurs individuels se sont adaptés, mais pas les managers ? Est-ce qu'il y a un manque de contrôle ? Est-ce qu'il y a un manque de collaboration ? Parce qu'on en a parlé plusieurs fois, je pense, mais la façon de collaborer, la façon de travailler, la façon de s'organiser, finalement, elle est complètement différente selon si on est en full remote ou pas. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment d'une façon qui est meilleure que l'autre. C'est des façons qui sont différentes, et juste à partir du moment où on commence à prendre conscience de ça et qu'on peut adapter la culture et les process autour de ça, ça fonctionne. Complètement. Il y a aussi, je pense à un autre point au niveau du contre. Ça va être, je pense, la fausse bonne idée de se dire qu'en ramenant les gens au bureau, on va avoir une productivité qui va revenir. Celui-là, je le placerai pas dans le pour et je le placerai même plutôt dans le contre. C'est qu'il y a des gens, comme malheureusement, on peut pas avoir de statistiques réellement sur la productivité, encore moins dans des secteurs comme nous, sur la tech. On va dire tous les métiers qui sont intellectuellement, on va dire, compliqués dans la recherche de solutions, mais qui du coup sont très manuels dans la production de la solution elle-même. On a toujours ce curseur qui est très difficile à placer sur qu'est-ce qu'une réelle productivité. Et c'est là où, à nouveau, je pense que d'avoir des bons managers et surtout une bonne organisation qui est saine, où on peut écouter les gens, je pense que là, le retour au bureau, c'est vraiment, je pense, limite du
enfin, je vais dire du customisé, et c'est presque pour chaque employé. Il y a des employés qui vont vouloir rester en full remote parce que c'est là où ils sont le plus efficaces. Il y en a qui vont vouloir retourner au bureau tout le temps parce que c'est leur cadre de travail. Ils ont besoin d'être dans le bureau pour être, on va dire, conditionnés à se dire, OK, je suis au bureau, derrière mon bureau, je suis au travail. Il y a malheureusement des gens, même avec les 2-3 ans, on va dire, enfin, ça dépend des gens, mais ceux qui ont été poussés au remote forcé se sont rendus compte que ils n'avaient pas forcément la discipline de pouvoir se focus autant que dans les bureaux. C'est pour ça qu'on a vu des gens qui, malgré qu'on leur disait restez chez vous, ils allaient quand même dans un café, ils allaient quand même dans des espaces de coworking parce qu'il leur fallait en gros c'est un peu cette scission entre je suis chez moi et je suis pas chez moi et je suis au travail, donc je travaille, et quand je suis à la maison je laisse le travail à la porte. Et donc il y a des gens, et à nouveau c'est pas du tout un jugement, il y a des gens qui savent le faire très bien, il y en a qui y arrivent tout simplement pas, et c'est pour ça qu'il y en a qui ont besoin de ce cadre, non pas parce qu'ils ont besoin d'être maternés, mais simplement psychologiquement ils ont besoin de se dire si je suis chez moi, c'est du personnel. Si je suis plus chez moi et je suis dans un espace de travail, alors c'est du travail. Et je pense que c'est là où... C'est pour ça que ce point-là, je le mets vraiment en transition pour aller vers les pour après. Mais je pense que vraiment, écoutez vos employés et vraiment, comme toujours, les gens, par définition, si vous avez une bonne culture et si les gens sont engagés dans le travail que vous leur proposez et dans ce que vous leur demandez de faire, écoutez-les, demandez-leur qu'est-ce que je peux faire pour toi. C'est pas je vais te dire comment le faire, mais c'est plutôt dis-moi toi comment tu le vois, pour que l'organisation se mette en place, pour que tu travailles au mieux que tu puisses. Et je sais par exemple que moi, j'apprécie énormément le travail en remote, mais d'aventure, alors à nouveau, ça va dépendre des projets, ça va dépendre des entreprises dans lesquelles j'étais, mais je trouve que être physiquement avec des gens une fois par semaine, j'aime bien. Mais j'ai pas forcément besoin que ce soit pour le travail nécessairement, c'est plus pour avoir un lien social qui va au-delà de on fait une réunion de travail, on va brainstormer sur un sujet ou des choses comme ça. C'est vraiment juste physiquement de passer, on va dire, du temps de qualité avec mes collègues pour avoir une relation qui va un petit peu au-delà du professionnel. Mais je connais aussi des gens avec qui j'ai travaillé où pour eux, un collègue c'est un collègue et ça s'arrête là. C'est même, ils mettent presque une règle d'or à dire un collègue c'est un collègue et je veux rien de plus, quoi. Limite ils veulent pas vous connaître, ils veulent pas apprendre à vous connaître parce que ils considèrent que le boulot c'est le boulot. Et une fois qu'ils ont passé la porte, c'est limite ils vous croisent dans la rue, ils vous disent pas bonjour parce que vous êtes juste un collègue, vous n'êtes pas un ami. Je ne considère pas mes collègues comme des amis, mais j'aime bien avoir cette ligne entre les deux. Et à nouveau, c'est moi, personnellement, ce qui fonctionne bien. Et je sais quand j'ai une relation qui va un petit peu au-delà du purement professionnel, je travaille mieux avec les gens. Et donc mais c'est à nouveau, c'est purement moi. Et chaque personne va être différente. Et donc, posez-vous la question. Comment je peux faire en sorte que pour employer X, Y, Z et pour chaque personne, lui donner le meilleur cadre de travail possible pour qu'il soit le plus performant possible. Et c'est pas une question de s'il est dans le bureau, il travaille plus, s'il est chez lui, il faut rien. Ça, c'est vraiment la vision d'Elon Musk que j'adhère pas du tout. C'est vraiment qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour cette personne. Ouais, mais du coup, c'est un peu compliqué parce que est-ce que ça veut dire que tu es obligé d'avoir recruté qu'un seul type de personne? Alors, mettons, il y a un type de personne qui va travailler très bien en full remote, il y a un type de personne qui va travailler, qui a besoin presque, tu vois, quelqu'un de très introverti, je sais pas quoi, ou quelqu'un qui, au contraire, est assez grégaire, etc., et a vraiment besoin d'être dans des bureaux. Si pendant le Covid, tu as fait des recrutements un peu sans faire vraiment attention, et que maintenant on se retrouve avec une masse de personnes qui sont... forcément, tu n'auras pas 100% des gens qui seront contents soit d'aller au bureau, soit de rester au bureau. Comment tu fais? Est-ce que tu proposes des bureaux, tu fais du hybride, tu fais du hybride plus? Une des solutions qui, à nouveau, c'est de mon point de vue qui fonctionne le mieux puisque c'est la plus flexible, on va dire, et qui couvre pas mal de scénarios. C'est vraiment de rester sur du full remote de base, de proposer un accès pour qui le veut, quand ils le veulent, un accès à des coworking pour ceux qui ont besoin d'un espace de travail qui n'est pas chez eux. Ce que je comprends tout à fait pour certaines personnes, ils ont besoin. Moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir mon bureau qui me permet de séparer, en fait, vraiment d'avoir une pièce de travail chez moi, mais c'est pas tout le monde peut avoir cette pièce-là. Il y en a qui sont obligés de le faire dans leur salon, dans leur chambre, ce qui est pas, que moi en tout cas, je pourrais pas faire travailler efficacement. Et en plus de ça, d'avoir alors pas forcément des retraites, mais en tout cas des moments où les gens se regroupent, que ce soit par équipe, que ce soit par département, que ce soit toute l'entreprise. Toute l'entreprise, je le
conseille au moins une fois par an minimum. Mais en tout cas, pour que les équipes puissent se retrouver, je pense une fois par mois, même si ça semble beaucoup, pour moi, c'est un peu le bon format. Après, si voilà, c'est éclaté sur plusieurs continents ou de toute l'Europe, peut-être une fois tous les 2 mois ou 3 mois, mais dans ces cas-là, d'essayer de faire 2-3 jours vraiment de qualité et vraiment pas être forcément sur le travail, parler un petit peu, faire voilà, une grosse rétro ou des choses comme ça, mais aussi vraiment de passer du temps de qualité. Et pour moi, je pense que c'est la meilleure balance qui correspond justement au plus de profils possible. Ceux qui veulent du full remote, ceux qui sont du coup en remote, mais qui ont besoin d'un espace de travail qui est en dehors de chez eux, et en gardant, on va dire, ce lien quand même un peu social au niveau de l'entreprise, qui est d'avoir du coup des rassemblements mensuels tous les 2 mois, tous les 3 mois, avec des collègues. Intéressant. Moi, j'ai toujours, je m'intéresse de plus en plus à l'aspect hybride finalement donc par hybride, on va dire t'es pas obligé d'aller au bureau tous les jours, t'es pas full télétravail. Après hybride, il y a tout un spectre entre tout ça. C'est pas juste binaire ou tertiaire ou ternaire, pardon. Dans ce cas-là, avant. Le hybride, ça me faisait flipper de ouf. Parce que je me disais, en fait, ça dépend comment c'est fait. Et je vais expliquer. En fait, je trouve que si tu as une organisation où tu as embauché pendant 2 ans, tire-larigot partout, mettons en Europe ou dans le monde, et que tu as des gens qui sont au fin fond de la Lituanie, et que t'as d'un coup tu dis, bah, vous savez quoi, ceux qui habitent à Londres, vous êtes obligés d'aller au bureau 3 fois par semaine. Et ben du coup, comment ça se passe, tu vois? C'est là, c'est plus très, c'est pas très fair, ça me vient pas, c'est pas très juste pour personne en fait, parce que du coup, ça crée plein de différences et à beaucoup de niveaux. C'est-à-dire que les gens qui habitent dans ce cas-là à Londres, ils sont obligés de commute. Alors il y en a, ils sont très contents, il y en a, ils sont pas contents. Déjà, même dans ceux-là, il y en a qui seront contents, d'autres pas contents. Mais en plus, quand même, t'as une meilleure collaboration, tu vois des gens, les gens te voient, etc. Moi, je l'ai vu à Lisbonne l'année dernière. Quand j'ai emménagé à Lisbonne, j'avais pas internet chez moi. Et j'habitais juste à côté du bureau. Et on venait juste d'ouvrir un bureau. Le bureau, c'était une pièce. Mais du coup, j'étais obligé d'y aller tous les jours. Ça me faisait pas marrer au début. Mais au final, tu te rends compte que même si ces gens-là, c'est pas des développeurs et tout, en fait, tu commences à rencontrer d'autres départements, etc. Puis là, j'ai commencé à dire, mais moi, je m'y connais un petit peu en blockchain. Ou ça nous intéresserait que tu nous donnes un petit cours là-dessus. Puis en plus, je me suis rendu compte que en fait, cette formation-là, elle a intéressé ces 3-4 personnes. Et puis en fait, elle peut intéresser peut-être toute l'entreprise. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tu te rends compte que, au final, ma théorie, c'est que si t'as accès à des bureaux et que t'as accès à des gens physiques régulièrement, t'as finalement plus de chances d'être promu in fine, t'as plus de chances d'évoluer dans l'entreprise, t'as plus de chances de créer un réseau dans cette entreprise, t'as plus de chances d'avoir accès à plus d'informations, pouvoir prendre un petit peu de cours les autres qui sont pas là parce qu'ils sont connectés virtuellement mais ils sont pas connectés physiquement. Et j'ai vraiment vu une très nette différence entre d'accès à l'information, etc. Et du coup, tout ça pour dire, je pense pas que ce soit ni bien ni mauvais, c'est juste que par contre, je trouve que donner accès, donc la forme hybride où tu donnes accès à un bureau à un sous-groupe de personnes et pas à d'autres, et que tu leur dis c'est de votre faute, vous avez qu'à vivre dans une capitale, c'est vraiment pas cool. Et j'ai peur que, in fine, ça crée une sorte de split, quoi, une sous-culture en fait de l'entreprise qui à mon avis est pas hyper saine. Après, je vais nuancer ça en disant que le hybride où tu as un bureau où c'est vraiment localisé comme tu disais, et que en plus tu as un bureau et que tu n'es pas obligé d'y aller, là pour moi ça a beaucoup plus de sens tout de suite. Parce que par exemple, il y a une boîte qui s'appelle Lattice, une boîte américaine. Ils ont des bureaux si je dis pas de bêtises, à San Francisco, à New York et à Londres, et ils ouvrent à Lisbonne. Et du coup, ils embauchent pas de gens ailleurs. Et quand ils t'embauchent, de ce que j'ai vu sur leur blog, tu t'es rattaché à un bureau et t'es pas obligé d'y aller. C'est juste, mais par contre, t'es pas, si tu veux partir en vacances à l'autre bout du monde,
ils vont pas être super chauds. Ils ont une culture qui est assez ouverte, mais qui est quand même, voilà, tu peux pas habiter en Espagne, etc. Donc du coup, tu perds. Moi, j'aime bien cette liberté de pouvoir aller déménager où je veux et de garder mon boulot et tout, c'est incroyable. Mais je me rends compte à quel point c'est rare et surtout, à quel point ça fonctionne. Voilà, ça vient avec des compromis, etc. Bref, du coup. Ah non, c'est le point du coup aussi. Enfin, pardon, c'est le point aussi à aborder. C'est à nouveau, je l'ai mis dans les pour et en même temps, alors pour parce que ça simplifie la vie des RH, mais contre parce que ça va quand même être un casse-tête pour eux. Les salaires. Puisqu'on a vu, du coup, avec l'ouverture donc, du coup, du full remote qui a été privilégié ces dernières années, évidemment, le salaire d'un développeur bulgare n'est pas le même qu'un développeur à Londres, qui n'est pas le même qu'un développeur aux États-Unis, tout particulièrement en Californie. Ça va reposer un problème à nouveau. Le développeur bulgare qui vivait dans la Pampa, alors je vais dire une grosse énormité, mais c'est bien Sofia, c'est en Bulgarie. Oui, on va prendre un exemple plus simple. Paris et la France. Si par exemple vous avez un développeur qui vit dans la Creuse et qui était payé, je vais prendre à la fourchette, 50 000, que demain vous lui demandez de revenir près de Paris et vous lui dites ah oui, et le salaire ne change pas. Bon, vous vous doutez très bien qu'il va pas rester chez vous parce que vous allez devoir faire remonter les salaires. Donc je pense qu'il y a un coût qui est à calculer absolument pour les entreprises, qui est si vous rapatriez vos ingénieurs sur des villes, des grosses villes, d'autant plus des capitales, vous allez devoir remettre la main au portefeuille, là où vous pouvez vous permettre justement d'avoir des développeurs tout aussi qualifiés, mais à des prix où ils demandaient moins, puisque leur coût de la vie était moindre, à revenir dans la ville, surtout avec l'inflation qu'on connaît aujourd'hui. Vous allez vous retrouver à avoir des développeurs. Je prends principalement la tech, parce qu'on est toujours dans une balance qui est positive pour les emplois. Enfin, on a plus de gens sur le marché qu'on a de jobs disponibles, et à nouveau je parle à poste qualifié, pas en entrée sortie d'école, enfin entry level, job d'entrée, niveau, je sais pas comment on dit, mais peu ou pas qualifiés, on va dire, dans la tech. Mais en tout cas, pour les jobs qualifiés, vous allez vous retrouver avec des personnes qui vont demander du coup évidemment des hausses de salaire si vous les faites revenir vers des capitales ou qui doivent déménager et où là le coût de la vie va augmenter. Et malheureusement, pour les entreprises qui ont joué carte sur table et qui ont gardé des salaires, on va dire, qui étaient indexés sur les capitales, pas de problème, vous n'allez pas avoir de gros soucis pour ces personnes-là. Par contre, pour ceux qui ont joué la carte de on localise les salaires en fonction de là où vous habitez, ça va vous coûter très rapidement très cher de faire revenir des gens sur les capitales, puisqu'ils vont tout à fait normalement demander à ce que leur salaire soit réindexé par rapport au coût de la vie de là où ils habitent. Donc à nouveau, c'est un pour et c'est un contre qui, je pense, est absolument à prendre en compte, au-delà évidemment de tout ce qu'on a parlé avant, de la culture et des bénéfices qu'on va aborder maintenant. Mais voilà, je pense que c'est aussi un gros point à prendre en compte. Les RH vont vous remercier énormément puisque ça va faciliter énormément leur grille salariale, mais en même temps, ça peut vous coûter cher si vous avez décidé d'employer énormément d'ingénieurs qui n'étaient pas situés, on va dire, dans les zones chaudes où les salaires sont les plus élevés. Ouais, c'est clair que c'est, encore une fois, c'est une transition qui a un coût. C'est ça. sur beaucoup de postes. C'est ça. Et donc pour les pour, c'est quand même pas mal. Comme je disais, j'ai eu la chance de collaborer avec une quinzaine de personnes la semaine dernière. Et c'est quand même pas mal, quoi. Alors c'est pas mal parce qu'on a pu faire des workshops et tout, on a fait des shadowing sessions pour que les opérateurs qui travaillent du coup dans le département des opérations puissent collaborer pendant toute une après-midi, chacun avec un développeur. Et ces développeurs-là, ils développent cet outil-là, mais pas que. Ça permet comme ça de créer de l'empathie entre les équipes, de les faire collaborer, de montrer aux développeurs que les opérateurs, c'est des êtres humains, et aux opérateurs que les développeurs, c'est des êtres humains. Et peut-être comme ça de créer cette team of teams, toujours un petit peu essayer de créer, je trouve, des liens à tous les niveaux de l'entreprise et qu'il n'y ait pas besoin de passer par je demande à mon manager, le manager demande à l'autre manager et puis ça redescend et ça fonctionne dans certains cas, mais bon, c'est quand même cool qu'ils puissent collaborer juste entre eux parce qu'au final les développeurs c'est eux qui font les opérateurs c'est les clients de ceux des développeurs, quoi, donc c'est quand même bien qu'ils parlent, ils sont pas obligés de formaliser des specs ensemble, mais ils peuvent au moins parler, quoi. Donc
c'était hyper intéressant. Et ensuite, on va manger ensemble le midi, on va boire des coups ensemble le soir. Il se passe quelque chose. Et puis même, je trouve les développeurs, tu vois, ils ont sans que ce soit vraiment prévu, ben voilà, quand tu travailles, machin et tout, puis il y en a un qui dit ah bah attends, je pars en vacances la semaine prochaine, peut-être ce process-là, faut que je te montre comment faire. Parce qu'on a un nouveau dans l'équipe, et le nouveau il dit ah bah ouais, et là, et ils travaillent ensemble. Et tu vois, tout vient hyper naturellement, alors que bah, quand même, on dira ce qu'on veut en télétravail, ça vient pas si naturellement, quoi. Tu vas essayer de gratter un peu tout seul, tu diras, enfin, il y a vraiment une barrière entre les gens, quoi, parce que bah, juste parler avec les gens, c'est-à-dire bah, soit juste sur Slack, soit on dira bah non, et je te mets un meeting dans ton calendrier, et puis machin, il faut trouver une place dans le calendrier, puis t'as toujours un peu l'impression d'embêter une personne, parce que tu vois, je vais la bloquer sur une plage de temps, machin, alors que quand t'es dans le bureau, bah voilà, on est tous là, on n'a rien d'autre à faire, tu vois. Ouais. Non, c'est là-dessus, c'est l'énorme pour que moi je vois au retour au bureau, ça a toujours été la collaboration et surtout ce que moi j'appelle encore plus que la collaboration, parce que si c'est un meeting qui est prévu, les gens vont dans le bureau, en réalité, que ce soit dans le bureau ou que ce soit derrière les écrans, si c'est bien mené, et je parle parce que j'ai horreur des meetings où les gens ne mettent pas leur caméra, c'est-à-dire parce qu'un développeur naturellement, surtout s'il est surchargé, bah, qu'est-ce qu'il va faire dans le meeting? Il va prendre son PC, il va coder à côté, il va être occupé à faire autre chose, et c'est le gros problème que je vois au meeting en ligne, c'est justement le fait que les gens fassent autre chose pendant la réunion. Mais si c'est des personnes qui sont vraiment focus dessus, qui sont à 100% dans le meeting, la qualité pour moi est la même au bureau ou en ligne, surtout avec les outils qu'on a aujourd'hui de collaboration en ligne, c'est juste la même chose. Le gros point par contre qui va différer, et à nouveau c'est à double tranchant pour moi, c'est le fait par exemple d'être dans le bureau, vous allez coder, vous n'avez pas votre casque et vous entendez derrière les sales qui disent putain comment on fait déjà pour faire ça, c'est chiant, on doit le faire 1000 fois, ça nous prend 10 heures par semaine et tout, il vous dit oh là là, de quoi vous parlez les gars, ça, bah attendez, moi je suis pas au courant, on l'a pas sur notre backlog, ça a l'air d'être un truc quand même qui nous coûte pas mal si ça vous prend 10 heures semaine, est-ce que ce serait pas intéressant de le ramener? Et voilà, et c'est vraiment cette collaboration qui doit être intéressante. Le problème, alors évidemment on a trouvé des solutions dans les bureaux pour le faire, mettre un casque, la musique à fond, vous n'entendez plus personne, mais le problème va être au détriment de la concentration. Et c'est là où je pense à nouveau que le fait d'avoir une alternation entre les jours au bureau où on sait qu'on va avoir une production qui va être moins importante parce que les gens vont moins être focus, mais plus de collaboration, c'est tout à fait à prendre en compte et je pense que c'est un gros plus pour les entreprises d'avoir justement cette possibilité de pouvoir à la fois avoir des journées où on sait qu'on va perdre de la productivité, mais en faveur de la collaboration, de l'émergence d'idées, même comme tu disais, d'un aspect plus simplement les gens qui se rencontrent, qui discutent. Voilà, enfin, je veux dire, moi quand j'étais au bureau, sur 8 heures dans le bureau, je faisais pas 8 heures de travail. Clairement, je discutais du week-end, on discutait d'une news qui était tombée, on papotait sur un truc. Pendant une revue de PR, c'était pas 30 minutes clé en main où on faisait une review de PR à deux. Non, c'était 30 minutes et puis on digressait un peu, on discutait de quelque chose. Donc sur les 8 heures de boulot dans le bureau, vous en faites peut-être effectivement 6. Et encore, je pense que c'est pas mal en termes de focus. Quand vous êtes chez vous et si vous avez le bon environnement, 8 heures de boulot, c'est 8 heures de boulot. Donc tant que les entreprises sont OK avec ça et sont... Enfin voilà, il y a du pour et il y a du contre. Et à nouveau, je mets ce point-là entre les deux. Oui, le retour au bureau va mettre en avant la communication, la collaboration et l'émergence d'idées, mais au détriment de la productivité pure. Après, à nouveau, c'est qu'est-ce que vous recherchez. Et c'est là où je pense que le télétravail, en plus de un ou plusieurs jours de bureau, peut être intéressant. À nouveau, qu'est-ce que vous recherchez et qu'est-ce que vous voulez en tirer de ces jours de bureau? Voilà, c'est la question que je pose. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, juste pour être clair là-dessus. C'est vraiment qu'est-ce que vous recherchez et posez-vous la question, qu'est-ce que je cherche à retirer de ces jours de bureau? Ouais, et puis tu peux pas non plus créer de la sérendipité, tu vois. Je reste convaincu que si tu dis à tout le monde, ben voilà, vous êtes obligé de venir les lundis, les mardis, les mercredis, bah ouais, va y avoir plein de gens, mais je sais pas, on a travaillé dans des bureaux tous les deux, parfois il y a des gens, ils sont là tout le temps, ils arrivent, ils mettent leur casque, ils travaillent, ils repartent. Exactement. Pour eux, télétravail ou pas, c'est la même chose, tu vois. Ouais. Et alors qu'il y a des gens qui vont justement chercher un peu plus le truc. J'en parlais avec un collègue justement qui, avant Swissborg, travaillait
dans une boîte en Allemagne où il devait aller, je sais plus, une fois, où il pouvait aller au bureau une fois par semaine. Et il disait, bah, clairement, lui, il y allait juste pour la bouffe gratuite et aller boire des coups avec ses collègues après, quoi. Et en fait, c'est même pas mal en soi. Ça veut pas dire qu'il travaillait pas quand il allait au bureau, mais bah, du coup, il savait qu'il allait prendre justement ce coup de productivité, mais bah, il allait quand même si c'est pour boire des coups ou pour manger, bah, tu discutes, ou alors tu sais que ah bah attends, telle question, bah, plutôt que de la poser maintenant sur Slack, et ben je vais attendre mardi, comme ça je vois mon collègue et puis je peux lui poser la question pour de vrai, et puis il peut me montrer comme ça en 2-2. Et c'est pour ça que moi j'aime l'idée du hybride un peu plus, c'est genre t'as toujours la possibilité de pouvoir aller au bureau, tu peux organiser une soirée Halloween et tu peux y aller ou pas avec tes collègues, et puis tu peux je pense qu'après ça se fait un peu organiquement de toute façon, quoi. Tu sais que organiquement bah, dans l'équipe une fois qu'il y a quelques personnes qui commencent à venir le mardi, et puis que ça commence à créer un peu de FOMO aussi dans les autres, parce qu'ils voient que ceux qui viennent le mardi, et ben ils sont au courant un peu en avance de tel ou tel truc, et ben les gens finalement commencent à venir un peu ensemble le mardi, mais c'est pas obligatoire. Et pour moi c'est vraiment, je sais pas si c'est que moi qui fais une fixette là-dessus, mais c'est hyper important pour moi que ce soit pas obligatoire, quoi. Si t'es un méga introvert et que t'en as rien à faire, tu veux juste faire ton boulot, et ben tu restes chez toi, et puis ça te va très bien comme ça, quoi. Si t'es un super grégaire et que tu vas aller au bureau tous les jours, et ben tu peux aussi. Et puis au moins chacun, tu vois, ça crée un peu des sous-groupes, mais c'est pas unfair, quoi, parce que finalement chacun a toujours le droit, quoi. Et moi, un truc comme ça, tu vois, c'est un peu ce qu'on fait, ce que je fais en ce moment à Lisbonne. On a maintenant un coworking space, en gros, où on peut déjà, en plus, c'est un coworking, donc même si tu y vas tout seul, bah, il y a d'autres gens, d'autres entreprises, donc tu te sens un peu moins seul, parce que finalement, aller au bureau pour être tout seul, t'es juste dans les mêmes conditions, mais sans ton écran et sans ta machine à café, quoi. Mais du coup, on a ce service, ce truc un peu à la carte en ce moment, où ben voilà, tu veux aller au bureau, tu y vas, tu veux pas y aller, tu y vas pas, et puis un peu organiquement, les gens ils se débrouillent pour y aller quand les autres y vont, et puis voilà, comme ça tu sais que c'est un jour où tu vas pouvoir discuter, tu peux préparer un petit peu. Moi, mais j'aime bien faire mes one-on-ones, par exemple le mercredi, quand je peux faire des one-on-ones en présentiel, c'est quand même sympa, ça donne une touche un peu différente, quoi. Alors, j'ai une question pour toi, parce que justement, c'était une des problématiques que j'avais rencontrées à l'époque. Comment est-ce que tu fais si jamais, mettons, la politique est mise en place, les bureaux sont disponibles, venez quand vous voulez, et personne ne vient? Alors, figure-toi que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé, et c'est un peu ça qui a un peu déclenché ma volonté d'avoir une discussion dans Tech Runnings à propos de ça. Parce que on s'est retrouvé du coup à Sudor pour faire l'historique. Donc on s'est retrouvé il y a quasiment 2 ans à ouvrir un bureau à Lisbonne. Donc on s'est dit, bah, naturellement, on va avoir un paquet de gens, mettons une dizaine, maintenant quasiment une vingtaine de personnes au Portugal. On a une grosse dizaine à Lisbonne. On s'est dit, bah, il va nous falloir un bureau. Et donc on a dit, on va aller voir dans un coworking space, on va ouvrir juste un bureau, genre une salle avec 5 bureaux, et puis 5 chaises, et puis on est parti. Et c'était dans le centre de Lisbonne, c'était trop bien. Il y avait une bonne communauté de startups, ça s'appelait la FinTech House. Il y avait une bonne communauté de startups, il y avait des événements toutes les semaines et tout machin. Et c'était dans le centre. Et comme je disais, moi c'était à 6 minutes à pied de chez moi. Donc il y avait des gens qui allaient tous les jours. Et c'était trop cool. Et 1 an plus tard, on a déménagé parce que le truc a fermé, bref, je vous la fais courte, dans un truc qui était vachement plus loin. Donc un peu, ça restait dans Lisbonne, mais beaucoup plus loin, beaucoup moins pratique d'accès. En parallèle, il y a les loyers qui ont augmenté, donc il y a plein de gens qui sont aussi partis du centre de Lisbonne, et on s'est retrouvé avec personne. Et du coup, la question du top management, c'est: Julien, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour que les gens ils viennent au bureau? Est-ce que c'est pas un peu poser la question dans le mauvais sens? Donc c'est effectivement ce qui s'est passé. Mais oui, voilà, tu vois. Oui, alors oui, on peut se débrouiller, mais bon, qu'est-ce
qu'est-ce qu'on fait? On a organisé des trucs à dire, bah, mais alors du coup, très bien. Donc tous les premiers vendredis du mois, on travaille tous ensemble. Ouais, mais du coup, tous ensemble, c'est 15 personnes. Le bureau il est trop petit. Donc il faut louer la salle de réunion en bas. Elle coûte combien la salle de réunion? Bah, elle coûte 80 balles par jour. Ah, bah du coup, on peut pas faire ça si souvent. Mais d'accord. Mais du coup, s'il y a moins de personnes qui viennent, bah s'il y a moins de personnes, il y a personne qui vient. Ah bon, bah, d'accord. Et c'est comme ça que on s'est un peu retrouvé à reformuler un peu le truc, à se dire, est-ce qu'on peut pas trouver un bureau qui est un peu plus près, qui revient un peu plus dans le centre, avec mais qui est pas juste une salle, qui est finalement un coworking où tu peux réserver à l'avance un certain nombre de sièges et que être sûr que les gens vont pouvoir s'asseoir ensemble et tout, mais tu vois, qu'il y ait d'autres gens aussi pour collaborer, peut-être avec d'autres startups dans le même secteur, essayer de faire un truc un peu plus à la carte. Et c'est toujours pas exactement ça, mais ça recommence à reprendre le truc, mais c'est assez difficile. Mais globalement, ce que je vois, c'est que les gens ils sont partis à perpète les roupettes, les loyers ils sont 3 fois moins chers et ils sont à côté de la plage et ils sont très bien comme ça, quoi. Ils viennent une fois par mois pour venir boire un coup et puis Ouais. Je pense que c'est marrant que tu mettes ce point-là parce qu'on a eu exactement le même, puisqu'on avait des surveilles sur comment faire que les gens viennent plus souvent. Et donc à l'époque, enfin même encore aujourd'hui, les bureaux étaient situés à Hammersmith, donc qui est toujours centre Londres, mais quand même à l'ouest. Et on n'était pas du tout dans le quartier où normalement les fintechs s'installent, qui est vraiment central. Et le problème, alors évidemment, moi j'habitais à Hammersmith, j'avais déménagé exprès pour être à côté du bureau pendant le Covid, ce qui n'a servi strictement à rien pendant 2 ans, mais ça m'a servi après, parce que j'étais à 5 minutes à pied du boulot. Donc je venais assez régulièrement, sans aucun souci, puisque moi ça me posait pas de problème. Le problème, c'est qu'on avait des gens qui étaient à l'est, voire même au sud-est de Londres, et pour revenir, c'était 1h30 de commute. Et je parle aller, donc ils étaient à quasiment 3 heures de commute par jour pour venir au bureau. Et donc ces personnes-là, évidemment, quand ils ont commencé à dire, les gens ne viennent pas naturellement, pourquoi? Les gens disent, donnez-nous un bureau central, que j'ai pu 1h30 pour venir au boulot, mais entre 30 et 40 minutes, c'est encore acceptable. Et en fait, ils l'ont pas fait. Ils ont forcé les gens à venir. Et c'est là où on a du coup perdu pas mal de gens qui avaient mis dans leur valeur au-dessus leur qualité et surtout leur temps de commute plutôt que l'entreprise en elle-même. Et surtout, ils avaient fait des demandes en disant, écoutez, je veux bien considérer qu'il y a 30-40 minutes encore de commute pour ma pomme, mais le reste du temps, donnez-le-moi sur mon temps de travail. Et même ça avait été refusé. Il y a des gens qui ont dit, écoutez, ça me rajoute 3 heures dans ma journée. Donc là, je fais plus une journée de 9 heures parce que c'était 8 heures. Au Royaume-Uni, c'était contrat de 40 heures avec du coup, sans compter l'heure de pause. Donc on est sur 9 heures de travail. En rajoutant les 3 heures de commute, on passait à 12 heures dans la journée qui était dédiée au travail. Évidemment que la balance n'était plus là pour les personnes, et sachant qu'elles pouvaient aller autre part et évidemment avoir cette balance travail personnel, ces gens sont partis. Et c'était écrit d'avance quand voilà, sur des personnes qui avaient 3 heures pour venir au boulot, c'était juste... c'était abusé. Donc voilà, c'est des points à prendre en compte encore une fois. Ouais, bien sûr. Moi, je m'en suis très bien rendu compte la semaine dernière. C'était très très cool de voir mes collègues et tout, et d'aller boire des coups. Mais j'ai vu déjà mon coût de transport, qui est mon coût de transport normalement est nul. En plus, j'ai pas le métro exactement où je suis, donc c'est soit je prends le bus et j'en ai pour globalement 1 heure, soit je marche pendant 1 heure, soit je prends un taxi et ça me coûte, je sais pas, entre 5 et 10 euros fois 2 aller-retour. Ça commence à avoir un coût, et puis surtout ce temps de transport et etc. C'est la différence qu'il y a d'habitude entre 3 footings et un épisode d'Agiliste ou de Real Life d'enregistrer, et la semaine dernière rien du tout. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à aller courir, et j'ai rien avancé sur Agiliste, ni pour faire avancer de la production ou de la prospection pour des nouveaux invités, ou même pas imaginer, j'ai même pas eu le temps de réfléchir à un épisode, quoi. Ouais. Donc très net. Donc voilà. Donc il y a du pour, il y a du contre. Encore une fois, c'est un peu en fonction du contexte et puis en fonction de beaucoup de choses. J'avais envie de terminer sur un aspect un peu plus théorie du complot, parce que ça m'a beaucoup plu quand Nicolas, mon CTO, m'a parlé de ça. Coucou Nico. C'est hyper intéressant. L'idée que il y a, donc évidemment,
toutes ces entreprises-là qui maintenant sont en télétravail n'ont plus besoin de bureaux par définition. Et du coup, il y a eu beaucoup de pression qui s'est installée pendant le Covid sur l'immobilier commercial, parce que les gens, tu te rappelles, nous, à Arthos, Oui. quand c'était le début du confinement, ça faisait quoi, 1 mois, peut-être 2 mois qu'on avait déménagé dans des bureaux flambant neufs. C'était super bien. On avait des super beaux bureaux et tout. Et derrière, ça a été Covid, ça a été réduction budgétaire, ça a été virer la moitié de l'équipe. Et les bureaux, je suis pas certain qu'ils les aient réutilisés un jour de plus. Et c'était un bail sur je sais pas combien d'années, tout. Enfin bref, catastrophe. Tout ça pour dire que l'immobilier commercial, vraiment beaucoup sous pression, entre Covid et puis maintenant l'aspect un peu plus récession, etc., où ça coupe des coûts dans tous les sens, donc on n'a pas forcément envie de s'ajouter ça. Le problème, c'est que, de ce que j'ai compris, je suis pas un expert de tout ça, mais de ce que j'ai compris, l'immobilier, surtout commercial dans ce cas-là, c'est quand même beaucoup détenu par des banques. Beaucoup de banques qui sont de moyenne et de petite taille sont très clairement insolvables de plus en plus, en particulier aux États-Unis. Et donc tu as des banques qui sont insolvables, tu as un marché qui est très peu liquide, parce que finalement, les vendeurs, ils veulent pas vendre, plus bas que ce qu'ils ont acheté, quoi. Mais en même temps, les acheteurs, ils trouvent toujours déjà que c'est trop cher, donc il n'y a pas de transaction qui se passe, donc il n'y a même pas de valeur. C'est assez difficile de donner une valeur à ce marché-là aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas assez d'échanges. Et ça, évidemment, mais ça s'accompagne d'un manque à gagner au niveau des taxes pour les entreprises, pour les pays, pour les villes, où il y avait des grands centres financiers, etc., où du coup tout ça fait rentrer de la monnaie. Bref, tout ça pour dire qu'il y a tout un ensemble de facteurs qui font que la société a besoin que vous retourniez au bureau. Alors c'est pour ça que je dis ça fait un peu théorie du complot, c'est évidemment pas aussi blanc ou noir, mais c'est assez intéressant en fait de voir qu'il y a des gens qui prédisent un gros lobbying du retour au bureau qui va vous convaincre que vous et surtout votre employeur que on travaille 10 fois mieux quand on est au bureau, qu'on est vachement plus productif, qu'on collabore beaucoup plus, qu'on a beaucoup plus d'idées, qu'il y a plus de sérendipité et que sans la sérendipité, il n'y a plus d'entreprise, et qui va vous convaincre d'acheter des bureaux, de louer des bureaux et de faire revenir vos gens dans les villes. Et comme je dis ça un peu sous le ton de l'humour, c'est pas aussi black and white, c'est pas aussi blanc ou noir, mais je garderai quand même ça dans un petit coin de ma tête la prochaine fois que je lis un article qui me promette que mon équipe va s'autodétruire dans 2 ans si je les fais pas travailler ensemble physiquement. Et moi, je vais être encore un peu au-delà, puisque alors évidemment, je ne tairai absolument tous les noms, mais moi, c'est au-delà de la théorie, puisque je l'ai entendu directement. C'est-à-dire que, donc, comme alors je vais parler principalement des startups, mais on peut aussi parler des grands groupes. Dans les grands groupes, comme les startups, on parle toujours d'investisseurs. Faut savoir qu'il y a des groupes d'investissement qui sont eux-mêmes supportés par des banques. Les mêmes banques qui investissent et qui détiennent, du coup, part d'entreprises, sont aussi du coup au board de ces entreprises et ils ont évidemment du poids financier de par leur part détenue dans ces entreprises qui sont elles-mêmes les mêmes banques qui détiennent les bâtiments dans lesquels ces entreprises louent des bureaux. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est pas juste une théorie, c'est-à-dire que très clairement, les banques, pour faire rentrer de l'argent de par leur investissement immobilier, poussent du coup au travers des boards d'entreprise les décisionnaires à renvoyer leurs employés dans les bureaux de manière à refaire fonctionner. Et donc non seulement on parle des banques qui détiennent les biens immobiliers comme tu le disais, mais il ne faut pas oublier qu'autour d'un bien immobilier, quand on sait qu'il y a un gros bureau qui s'installe, évidemment autour il va y avoir du commerce, il va y avoir des cafés, il va y avoir des restaurants, il va y avoir toutes ces choses-là. Et à nouveau, tous ces restaurants-là sont bien sûr pas achetés cash par les personnes qui achètent les murs, mais sont aussi détenus par des crédits qui sont détenus par les banques. Donc en fait, il y a tout un système bancaire qui détient à la fois les parts d'entreprise, les bâtiments dans lesquels les entreprises travaillent et les bâtiments autour commerciaux qui vivent du fait qu'il y a des employés qui sont dans les bureaux et consomment
proche des bureaux. Donc tout ça ramène toujours à une seule chose qui est la banque. Et donc derrière, forcément, la banque a besoin que les gens soient dans les bureaux pour consommer. Comme ils consomment, ils font en sorte que les créanciers des commerces puissent rembourser leurs prêts. Donc en fait, il y a vraiment tout un écosystème autour des banques qui ont absolument besoin que les gens retournent dans les bureaux. Ça les inquiétait pas trop pendant le Covid puisque c'était de façon des décisions nationales, gouvernementales, de qui pouvaient pas trop aller à l'encontre. Mais il suffit de le voir aujourd'hui. Principalement en France, on devait avoir un droit au télétravail et tout ça. Il faut savoir que ces lois-là ont été soit retardées ou carrément mises à la poubelle. Donc c'est très intéressant de voir ce qui s'est passé entre ce qui avait été annoncé et la réalité maintenant de soi-disant que ça a augmenté le bonheur et le cadre de vie et tout ça pour les gens. Quand on voit que les intérêts financiers derrière commencent à tirer la sonnette d'alarme, alors pour l'instant silencieusement, mais ça va, je pense, comme toi, commencer à faire de plus en plus de bruit. On va se retrouver à avoir évidemment pléthore d'articles qui vont arriver en me disant pourquoi c'est génial de retourner au bureau et toutes ces choses-là. Donc, je ne serais pas surpris dans les mois et les années à venir de voir de plus en plus d'articles et des voix s'élever allant dans ce sens-là. Voilà, donc en conclusion, gardez la tête froide, mais posez-vous les bonnes questions. C'est pas tabou, j'ai envie de dire. C'est pas tabou le retour au bureau. Et même moi, je commence à y penser, au moins un petit peu, avec tous les guillemets que vous avez entendus. Mais voilà. Du coup, j'espère Pierre te revoir en physique très bientôt. Peut-être avoir des bureaux pour Tech Run-ins. C'est ça. Bien. Sans aucun souci. Après, tant que c'est fait de volonté, tant que c'est avec les bonnes motivations, c'est une bonne chose. Je pense que ce sera le motto de fin d'épisode. Quelle que soit votre décision, prenez-la en accord avec vos valeurs d'entreprise, votre structure et surtout votre culture. Il n'y a pas de mauvaise décision dans ce cas-là. C'est surtout, assurez-vous de prendre la bonne décision qui vous correspond. C'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que vous devez faire comme eux. Posez-vous la bonne question et dites-vous, est-ce que pour mon cas, mon entreprise, c'est la bonne décision à adopter? Et si vous êtes sûr que c'est la bonne, généralement, il y a de fortes chances que ce soit la bonne, tant que c'est vous qui l'avez pris de votre libre arbitre et qu'on ne vous a pas imposé la décision. Et puis, comme toute expérimentation, on peut toujours revenir en arrière, hein. C'est pas forcément gravé dans le marbre. C'est ça. Et surtout, ne prenez pas des bails de bureau de 5 ans. Prenez-les à l'année, si ce n'est aux 6 mois. Comme ça, vous pouvez vous permettre d'expérimenter. C'est ça, safe to fail. Exactement. Sur ces belles paroles, on va conclure. On espère que ce format vous aura plu, que vous avez appris des choses. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler à la machine à café demain avec vos collègues. Avant de finir, Pierre, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors là, ce sera uniquement en ligne en ce moment. Donc, c'est toujours pareil, pierre.ferret-ferrand.fr ou directement sur LinkedIn. N'hésitez pas à m'envoyer un message, une question. Je serai toujours très content d'échanger avec des gens intéressants. Et toi, Julien ? Eh bien moi, ce sera en ligne aussi sur julien.der.fr comme toujours et toujours dans le podcast Relife, comme d'habitude, le podcast de l'amélioration du quotidien. On s'amuse beaucoup. C'est vraiment, on a repris la nouvelle saison et c'est bien ficelé. Il y a une bonne énergie, on a un bon planning. Je prends beaucoup de plaisir. Donc allez nous écouter là-bas avec mes amis Guillaume et Matt. C'est beaucoup de bonheur et toujours des petites astuces pour améliorer votre quotidien et être plus performant et plus heureux. Et enfin, si vous voulez découvrir comment maximiser votre impact et celui de votre équipe, allez nous retrouver sur tech-runins.fr si c'est en ligne. Essayez au cas où, on sait jamais, on peut avoir une bonne surprise. Et contactez-nous. Salut Pierre. Salut Julien.